redressé, tout flamboyant, M. Thiers, à la tribune de l'Assemblée le 8 juin, va déclarer ceci: « Nous avons enlevé ces formidables murailles de Paris. Nous avons remporté une victoire immense, une des plus grandes victoires que l'ordre social et la civilisation aient jamais remportées. » Et puis il y a le lieutenant-colonel Henneberg, dans son livre La guerre des communeux, qui écrira « Honneur à l'armée qui vient d'accomplir ce prodige ». Monsieur Favre avait déclaré le 21 mai que l'ordre social serait vengé. Et le Figaro avait écrit un article qu'il faut absolument que je vous lise. Il est bref, mais il est bien remarquable. Nos soldats ont simplifié la besogne des cours martiales. Mais il ne faut pas se dissimuler que beaucoup de coupables ont encore échappé au châtiment. Il reste à M. Thiers une tâche importante, celle de purger Paris. Jamais occasion pareille ne se présentera pour guérir cette ville de la gangrène morale qui la ronge depuis 20 ans. 20 ans? Ah ben oui, ça fait depuis le 2 décembre 1851. Allons, honnêtes gens, un coup de main. Pour en finir avec la vermine démocratique et sociale, nous devons traquer comme des bêtes fauves ceux qui se cachent. J'ai aussi envie de vous citer un texte de ce Doudan dont j'ai plusieurs fois parlé. Je vous rappelle Ximénez Doudan, c'est un petit écrivain, enfin un libelliste, un écrivailleur, qui est au service de la famille Broglie. Il est entretenu par les Broglie et il est chargé de les faire sourire. Mais il a des moyens divers de les faire sourire. Alors voici par exemple ce qu'il écrit au duc de Broglie, et c'est un appel aux némorodes mondains du beau monde, enfin les amateurs de chasse à courre, où il dit: les amateurs de chasse à courre feront bien de ne plus s'amuser aux loups et aux pauvres renards, ils ont un plus digne objet de leur exercice. Madrel dit ça, ça veut dire qu'il y aura 43 000 arrestations dans Paris. Et des arrestations qui vont durer, je vous assure, puisque j'ai trouvé dans le supplément du Larousse universel, qui est publié en 1877, tome 13, ceci: aujourd'hui encore, après plus de 6 ans écoulés, on arrête et on condamne à mort des hommes uniquement coupables d'avoir exercé un commandement dans les bataillons fédérés. Ces masses d'arrestations, il faut savoir comment ça s'était opéré. Vous savez qu'il y avait les cours martiales. Les cours martiales envoyaient un certain nombre de gens immédiatement à l'abattoir, puis on en mettait de côté d'autres. Ces autres étaient groupés et on les conduisait hors de Paris. C'était le général Gallifet qui s'était spécialisé dans cette opération-là. Le général Gallifet avait une vengeance particulière à tirer de Paris parce que la commune l'avait bien maltraité dans ses caricatures. Je ne sais pas si vous savez que le général Gallifet était un petit personnage qui avait fait une brillante carrière grâce à sa femme surtout. Alors les caricatures parisiennes le représentaient couvert d'écailles. Il est certain que Madame de Gallifet avait été l'organisatrice des partouzes à Compiègne et qu'elle avait beaucoup payé de sa personne. Alors on le savait, et comme la commune s'était moquée de Gallifet, il avait une vengeance à tirer. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Gallifet, qui était chargé de conduire les prisonniers? Eh bien, il expurgeait ses colonnes. Le 21 mai, le jour de l'entrée, devant le bastion 56, il avait regardé les prisonniers qu'on lui avait amenés, il les avait dévisagés un par un, puis déclarait: « Tiens, vous avez l'air intelligent. » Alors du moment qu'il était intelligent, il était dangereux, alors immédiatement on le faisait fusiller. Le 26 mai, à la Villette, il va extraire comme ça 83 hommes et 6 femmes du groupe de prisonniers qu'on lui a confiés pour les amener à Versailles. Il les trouve intelligents, comme il dit toujours, supprimés. Le 28 mai, ça c'est un témoignage encore plus irrécusable puisque c'est un témoin neutre, c'est le reporter du Time à Paris. Il y avait une promenade, il en conduisait environ 2000 de prisonniers. Alors il leur avait fait faire une promenade sur les grands boulevards. Le 28 mai, c'est le dernier jour, c'est le jour où il y a le Père-Lachaise, c'est-à-dire les derniers combattants qui sont tués, et les grands boulevards sont nettoyés. Alors, à la tête de ces prisonniers, Gallifet faisait faire cette promenade en s'arrêtant devant les clubs chics, qui étaient justement sur les boulevards. Et il levait la tête, aux fenêtres, c'était couvert de gens qui l'acclamaient, et il présentait son troupeau. Mais alors il a eu une idée. Dès qu'il les a fait sortir de Paris, au-delà des retranchements, il les a de nouveau passés en revue. Et cette fois, ce n'était plus les airs intelligents qui l'intéressaient, c'était les cheveux. Lorsque les cheveux étaient blancs ou étaient gris, il disait: « Ah, il y a longtemps que vous êtes dans la bande, vous êtes de 48. Sortez des rangs. » Et alors il en a fait sortir 111 sur 200, immédiatement fusillés. Néanmoins, finalement, il y en a eu 43 000 qu'on va amener à Versailles. L'arrivée à Versailles était exceptionnelle, c'était à grande attraction. Et nous avons là un témoignage intéressant de Nadar. Ça vous dit quelque chose peut-être? Nadar, c'était le photographe chic de l'époque.
se trouvait à Versailles, et en 1897, dans un article de la revue Blanche, il racontera ce qu'il avait vu. Il dit, on faisait défiler ces prisonniers, qui étaient entourés naturellement de gendarmes et de soldats en armes, on les faisait défiler dans la grande avenue de Versailles, il y avait des cafés chics, et la plupart de ces cafés regorgeaient de gens qui se précipitaient sur les prisonniers, les gendarmes souriaient, et en particulier, je me rappellerai toujours, disait Nadar, un gros monsieur qui était décoré, qui était hors de lui, et qui tenait sa canne par la hampe, et puis qui, avec le pommeau de sa canne, tapait sur la tête des gens. Mais les plus beaux, c'était les jeunes femmes, dit-il. Les plus élégantes, c'était les plus déchaînées. Elles, c'était leurs ombrelles. Elles cherchaient les yeux des prisonniers avec leurs ombrelles, et j'en entends toujours une, dit-il, j'ai encore ça dans l'oreille, qui criait d'une voix suraiguë, « Arrachez-leur les ongles !» Alors une fois qu'on avait installé les 43 000 là, au château de Versailles et au camp de Satory, c'était devenu des ménageries qu'on allait voir. Comme ils étaient en soubassement, alors tous les gens convenables, enfin les honnêtes gens, venaient s'accouder et regarder les bêtes fauves. C'est produit à Satory le 24, quelque chose d'affreux. Il y avait 2 à 3 000, 2 500, je crois, hommes et femmes qui étaient là dans la cour des docks de Satory. Il avait plu. Ce 24, il y a eu une tentative de rébellion. Ils n'avaient pas vu le nombre des gendarmes qui étaient autour d'eux, il y avait pourtant des créneaux, et ils avaient essayé de se sauver. Alors on avait découvert des mitrailleuses, et on avait arrosé de mitrailleuses ces hommes et ces femmes. Bon, il y en avait une centaine de tués, paraît-il, et pour la nuit du 24 au 25, on leur a interdit de se lever, même de bouger. Par conséquent, comme il avait plu, ils étaient étendus dans la boue, et ils vont rester là environ 24 heures, immobiles, avec interdiction de bouger. Ravitaillement, on leur avait donné une miche de pain noir pour 4, une miche de pain pour 4, et pour boire, il n'y avait qu'une mare. Et pardonnez-moi, mais cette mare, les gendarmes venaient y faire leur déjection. Et c'était là que les hommes et les femmes de Satory buvaient. Ben, vous savez ce qu'on va en faire, on va les mettre dans des wagons spéciaux, on va les entasser, on va les envoyer sur les pontons, c'est-à-dire à Rochefort et en Bretagne aussi. Et puis, il y en a un certain nombre qu'on va condamner à mort, fusillés, et les autres seront transportés en Nouvelle-Calédonie, les uns condamnés au bagne simple, les autres condamnés à la réclusion à perpétuité dans une enceinte fortifiée. C'était du très beau travail, comme vous voyez. Il y avait de quoi être tranquille, si bien que le gouvernement était entouré d'acclamations et de bénédictions. Voici les grandes bénédictions. Monsieur de Falloux, par exemple, le comte de Falloux, qui était le chef des légitimistes, qui va féliciter Thiers dès le 22 mai d'avoir montré d'un doigt sûr le chemin du péril et la voie du salut. Voici l'archevêque de Lyon, qui le 25 mai avait écrit à Thiers, « J'ai pu contenir jusqu'ici, tiens, pourquoi avait-il besoin de contenir, enfin, j'ai pu contenir jusqu'ici l'expression de mon bonheur, mais aujourd'hui je ne résiste plus, et je vous demande la permission de me joindre aux légitimes et glorieuses acclamations de l'Assemblée en votre honneur. » Il faisait allusion à quoi, l'archevêque? Eh bien, au fait que l'Assemblée avait déclaré que M. Thiers avait bien mérité de la patrie. Le petit Sorel écrira ceci encore. « L'armée a été admirable, et on a su réunir l'élite de nos généraux. M. Thiers s'est montré personnellement un merveilleux ministre de la guerre et intendant général. » Il est lugubre, surtout pour moi, de dire que les écrivains ont été à 98% affreux. Alphonse Daudet, par exemple, criera « Sauvez, sauvez, Paris était au pouvoir des nègres ». Le comte de Lille va jeter des éclairs ou de la bave. J'espère que la répression sera telle que personne ne bougera plus. Et pour mon compte, je souhaiterais que cette répression fût radicale. Théophile Gautier, les voilà enfermés dans ces cages, d'où s'échappent, quand elles sont ouvertes, les hyènes de 93, comme Saint-Just, n'est-ce pas, et les gorilles de la Commune, comme Varlin, sans doute. Voici Alexandre Dumas, fils, crachant sur ces femelles, dit-il, de la Commune, qu'il voit passer prisonnières, et dont il dit « Ces femelles ne ressemblent à des femmes que quand elles sont mortes. » Voici Taine, qui est délivré du cauchemar de ces coquins qui visaient à une jacquerie universelle, dit-il, et il entreprend comme antidote et préservatif son énorme histoire des origines de la France contemporaine. Monsieur Renan est parmi les plus beaux. Monsieur Renan, vous savez, c'est un grand penseur, un affranchi des superstitions, et il va s'employer à écrire un livre qui s'appelle « La réforme intellectuelle et morale », dans lequel il remonte jusqu'à ce qu'il appelle le grand malheur de 1848, avec ce détestable éveil chez les ouvriers des appétits matériels. Ça signifiait simplement qu'ils avaient envie de ne plus mourir de faim. Horrible épisode du 18 mars, dit-il, jour où depuis 100 ans la conscience française a été le plus bas. Effroyable syncope morale.
œuvre de ce socialisme dont la source est l'égoïsme, corrigeons-nous de la démocratie, rétablissons la royauté, devenons sérieux, appliqués, soumis aux puissances, amis de la règle et de la discipline. Il y a un salut pour la France, dit-il, c'est la colonisation, parce que ça déversera le trop-plein des prolétaires assez loin. Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme. Et si les intellectuels peuvent se dispenser de la religion, il faut que la religion reste pour le peuple. Conservons au peuple son éducation religieuse. Abandonnons sans partage au clergé les écoles de campagne. Naturellement, les grandes écoles, non, mais pour les rustres, c'est utile. Il faut voir aussi le journal de Madame Sand, le cri qu'elle pousse. Mon mobilier est intact. Elle avait eu tellement peur qu'on lui vole ses meubles, mais non, elle découvre que le mobilier est intact. Parce qu'on lui avait fait croire, comme à tout le monde, que les communistes et les communards étaient des pillards et ils ne pillaient pas. Alors, vengeance, vengeance, crie-t-elle malgré tout le 5 juin. Les exécutions vont leur train, c'est justice et nécessité. Voilà comment parle la châtelaine. Il y en a un seul qui échappe à cette ignominie, c'est Victor Hugo. Vous savez que Hugo n'avait pas marché dans la Commune. Il avait dit c'est une bonne chose mal faite. Et il avait raison, c'était en effet très mal fait. Alors il s'était occupé, après la mort de son fils Charles, de ses 2 petits-enfants qui vivaient à Bruxelles avec leur mère qui était belge, et il va offrir sa maison de Bruxelles aux réfugiés de la Commune, à ceux qui ont pu s'échapper. Or, M. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, avait envoyé une circulaire diplomatique à tous nos postes, disant qu'il fallait intervenir auprès des autorités locales pour que ne soient pas acceptés les communards, pour que le droit d'asile politique leur soit refusé. Parce que, disait-il, ce sont des gens qui mettent en péril tout pays dans lequel ils se trouvent. Alors, ordre avait été donné aux agents diplomatiques français de peser sur les autorités locales pour leur demander immédiatement le refoulement de ceux-là. Et puis, lui, Favre disait, ensuite j'entamerai la procédure, s'il le faut, la procédure de rémission, d'extradition. Et bien, Hugo, qui est à Bruxelles, et qui sait que le gouvernement de Bruxelles a eu peur et a décidé, oui, c'est entendu, nous n'accepterons aucun communard chez nous. Hugo, par une déclaration publiée dans un journal belge qui s'appelle l'Indépendance belge, a dit « Quant à moi, ma maison est ouverte ». Résultat, il va être mis à la porte. Dès le lendemain, les Belges vont le refouler, il se repliera sur le Luxembourg. Et il publie toute une série de poèmes à ce moment-là pour protester. Je n'ai pas été avec vous lorsque vous étiez combattants, mais maintenant que vous êtes des victimes, je suis avec vous. Il va écrire un très beau texte, Ceux qu'on foule aux pieds. Monsieur, on en parle d'appétit matériel, et Victor Hugo répond, l'appétit a tort quand il est envie, mais il a droit quand il est la faim. Pauvre peuple, toujours proie et cible. Le peuple est un fiévreux qu'il faut parfois qu'on saigne par un massacre heureux qu'on fait bénir après. Comprenons qu'il est juste de faire arquebuser par M. Gallifet ces gens dont on a peur, même s'ils n'ont rien fait. On ne peut pas aller plus exactement et plus lucidement dans l'analyse de la Commune. Ce qui est affreux à dire, c'est que Louis Blanc et Schellcher vont se désolidariser publiquement de ce fou dont Mme Sand écrit. Victor Hugo est tout à fait toqué, et Sarcey, l'homme du drapeau tricolore, va l'appeler vieux pitre. Et bien, malgré toutes ces joies et toutes ces acclamations, une sorte de peur persistait. Il faut dire que Victor Hugo avait prononcé publiquement la phrase que voici, on n'est pas quitte avec un problème pour en avoir sabré la solution. Et Rossel, dont on ne connaît pas, et on ne fera pas immédiatement la parole, c'est après sa mort qu'on lira ceci. Rossel avait écrit ces mots auxquels je souscris entièrement. Qu'est-ce que la Commune? Un combat d'avant-garde, mal engagé et perdu. Lys Sagaraï, qui écrivait dans l'Action pendant la Commune, il avait pu se sauver, lui qui se réfugiera à Bruxelles, parce que finalement les Belges autoriseront les communards, malgré la pression française, à rester sur leur sol, comme la Suisse le fera aussi. Lys Sagaraï, dans le livre sur la Commune qu'il écrira en 1976, dira pour comprendre la Commune, il faut savoir que c'est un mouvement qui vient des entrailles profondes du siècle. J'ai essayé de vous expliquer ça déjà. Retenez bien ceci, c'est un mouvement confus, c'est un mouvement opaque et obscur de pauvres gens qui voudraient cesser d'être absents sur la scène de ce monde où se joue leur destin. Eh bien, c'est vrai qu'ils sont là persistants, ils sont là qui vont essayer de continuer. Et Marx a bien raison quand il dira, oui, la Commune a échoué en soi, mais cependant, la grande mesure sociale de la Commune, c'est d'avoir posé en acte sa propre existence. Et le 17 avril, écrivant à son ami Kugelmann, il disait sans doute qu'ils vont être écrasés, les communards, mais quelle que soit l'issue de la lutte, le moment aura constitué un nouveau point de départ d'une importance historique universelle. Il a raison. C'est pour ça que